diminution de la PaO2. Ces hypoxies hypoxémiques sont, dans la plupart des cas, dues à une augmentation du gradient alvéolo-artériel, laquelle augmentation du gradient alvéolo-artériel est due soit à un shunt absolu, soit à un shunt relatif, et que plus il y a de shunt absolu et plus grave c'est. Et vous avez les hypoxies anémiques et circulatoires. Celles-là, elles sont dues à une diminution du taux d'hémoglobine ou à une diminution du débit cardiaque, ou les deux à la fois, comme ce qu'on a dans le choc hémorragique. Dans le choc hémorragique, on a en même temps une diminution du débit cardiaque et une diminution du taux d'hémoglobine. Et donc forcément, nous aurons une diminution du transport d'oxygène. C'est facile à comprendre, puisque l'oxygène est transporté par l'hémoglobine et par le débit cardiaque, par le sang qui coule. Voici le conteneur artériel en oxygène. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'hémoglobine fait un 34 fois SaO2. Ça, c'est l'oxygène combiné à l'hémoglobine, parce qu'il y a une petite partie d'oxygène transporté qui n'est pas combiné à l'hémoglobine et qu'on appelle l'oxygène dissous. Sauf que l'oxygène dissous, c'est très peu. L'oxygène dissous dans le sang répond à la loi de Tchakretov biophysique, à la loi de Henry. Non? En biophysique, vous avez dû entendre parler de la loi de Henry. Mais la loi de Henry, c'est ça. C'est P petit AO2 fois 0,003. PaO2, c'est la pression artérielle d'oxygène. 0,03, c'est la constante de dissolution. Ben, si vous faites PaO2 fois 0,003, vous aurez 0,3 millilitres. C'est très peu. C'est négligeable par rapport aux 20 millilitres par 100 qui sont transportés de façon combinée à l'hémoglobine. C'est très peu et c'est négligeable, sauf en hyperbarie. Sauf en hyperbarie. Imaginez que vous soyez à 3 bars au lieu d'être à 1 bar et à 100% d'oxygène. Ben ça, c'est ce qu'on fait dans les caissons hyperbares. Vous avez entendu parler de l'oxygénothérapie hyperbare, n'est-ce pas? Qui est le meilleur traitement de l'intoxication au CO, qui est le meilleur traitement des accidents de plongée. Eh bien, quand on a un accident de plongée ou une intoxication au CO, on met les malades dans un caisson hyperbare. Le caisson, on y met 3 bars au lieu d'1 bar et on met 100% d'oxygène. Qu'est-ce que vous aurez à 3 bars et 100% d'oxygène? Vous aurez une P grand AO2 de 700 fois 3 moins PaCO2. 700 fois 3. Donc reportez-vous à l'équation des gaz alvéolaires de tout à l'heure. Tout à l'heure, on a mis 760, moins 47, etc. Et puis l'équation des gaz alvéolaires simplifiée, ça vous fait 700 fois FiO2 que moins PaCO2. Eh bien, ici, c'est 3 bars, donc c'est 700 fois 3 fois pas 0,1, puisqu'on a mis le malade à 100% d'oxygène, donc fois 1, moins PaCO2, ça vous fait 6 millilitres. C'est-à-dire que vous prenez cette pression, ça vous fait 2100, multiplié par 0,003, ça vous fait 6 millilitres. Donc à 3 bars et 100% d'oxygène, l'oxygène dessous devient 6 millilitres. 6 millilitres, c'est énorme. La différence artério-veineuse en oxygène, je l'ai dit tout à l'heure. La différence artério-veineuse en oxygène. Vous l'avez deviné ou vous l'avez calculé ou pas? Hein? C'est 5 millilitres par 100. C'est-à-dire qu'on a dit que le contenu artériel en oxygène, c'est 20. Les tissus vont extraire le quart. Ben, le quart de 20, c'est quoi? C'est 5 millilitres. Et ben, la différence artério-veineuse en oxygène, c'est 5 millilitres. Mais imaginez que vous soyez en hyperbarie à 3 bars et à 100% d'oxygène. Vous avez 6 millilitres d'oxygène dissous. Cet oxygène dissous, une fois qu'il va partir, il va être disponible tout de suite. Il n'aura pas besoin d'être extrait de l'hémoglobine. Et donc tous les besoins en oxygène de l'organisme vont être assurés par le seul oxygène dissous. C'est d'abord le principe de l'oxygénothérapie hyperbare.
Parce que dans l'intoxication au CO, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le CO qui va se fixer sur l'hémoglobine. Et comme l'affinité de l'hémoglobine au CO est 20 fois supérieure à l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, et bien toute l'hémoglobine disponible va être fixée par le CO. Donc il n'y aura plus de place pour l'oxygène. Et bien si on met le malade en hyperbarie dans un caisson, c'est pas grave si l'hémoglobine reste saturée par le CO. Ben, il y a l'oxygène dissous qui va servir pour les besoins de l'organisme. En attendant que cette relation, que cette liaison entre l'hémoglobine et le CO se défasse, ce qui va demander du temps. Donc en hyperbarie, couverture de tous les besoins de l'oxygène par l'oxygène dissous, immédiatement disponible, et d'où l'intérêt dans l'intoxication au CO. Donc, hypoxie par diminution du débit cardiaque, par diminution de l'hémoglobine, hypoxie par diminution de l'extraction systémique d'oxygène. Parce que l'oxygène arrive, mais il n'est pas suffisamment extrait. Et cette extraction systémique d'oxygène dépend grandement de ce qu'on appelle la courbe de dissociation de l'hémoglobine ou la courbe de Barcroft. Parce que l'oxygène, il est transporté lié à l'hémoglobine. Une fois au niveau des tissus, il faut que l'oxygène se dilie de l'hémoglobine, se dissocie de l'hémoglobine. Donc ça, c'est un paramètre important pour l'extraction systémique d'oxygène. Le deuxième paramètre, pour que l'oxygène soit extrait, il faut que les globules rouges qui transportent l'oxygène passent dans les petits capillaires, qui sont tout petits. Et pour qu'ils passent dans les petits capillaires, ils se déforment. Parce que s'ils passent dans leur forme sphérique, ils ne vont pas traverser les capillaires. Et donc, l'extraction systémique et les fonctions du passage du globule rouge dans les petits capillaires, c'est ce qu'on appelle la DPDS, lui-même fonctionne de l'index de déformabilité des globules rouges, c'est-à-dire de la capacité des globules rouges à se déformer pour rentrer. Vous connaissez le paludisme, pas le paludisme, la drépanocytose. Les globules rouges perdent leur forme. Ils sont incapables de passer au niveau des capillaires en se déformant. Parce que c'est des globules rouges enfoncés. Et bien parce qu'ils n'arrivent pas à passer dans les capillaires, et bien ils restent emprisonnés, ils sont cassés. Et ça va donner une anémie hémolytique. Il y a une autre pathologie qui s'appelle la microsphérocytose, le Minkowski-Chauffard. C'est des globules rouges qui sont petits, mais qui gardent leur forme. Ils gardent leur forme hémisphérique ou sphérique, et ils ne passent pas. Et ils sont donc cassés au niveau des petits capillaires, donnant ce qu'on appelle une anémie hémolytique. Hémolytique, ça veut dire par lyse des globules rouges. L'extraction systémique est fonction aussi de l'existence de chaînes précapillaires qu'on retrouve dans le fameux choc septique. Vous avez des veines, des artères qui viennent et qui se divisent en capillaires, et vous avez des vénules qui repartent. Et bien, entre les deux, il y a des chaînes mais qui sont fermées. Et bien, ces chaînes précapillaires, ils peuvent s'ouvrir à l'occasion. Ils s'ouvrent dans le choc septique. Et ça fait que du sang veineux artériel qui arrive, et bien, avant d'arriver au niveau de la zone d'échange, et bien, il passe dans la circulation veineuse. On appelle ça des chaînes précapillaires. C'est l'une des raisons qui font que dans le choc septique, eh ben, l'extraction systémique d'oxygène baisse. Et la pression veineuse en oxygène, forcément, ne baisse pas. Voici la courbe de Barcroft. Et qu'on a dit que l'extraction systémique d'oxygène dépend beaucoup de la courbe de dissociation de l'hémoglobine. Et pour beaucoup du fait que l'hémoglobine va se défaire de l'oxygène pour que l'oxygène soit
disponible pour les cellules. Cette courbe, vous la connaissez, elle est très mal dessinée. Parce que normalement, elle doit faire comme ça. C'est une courbe asymptotique. Ça vous dit quelque chose, cette courbe? En physiologie, vous avez dû en entendre parler. Alors, au niveau de cette courbe, je vous ai mis des chiffres. J'ai mis le 28, le 40, le 60, le 80 et le 98. Le 28, qu'est-ce que ça vous dit le 28? Qu'est-ce que ça c'est la P50. Ça veut dire quoi? Qui c'est qui a répondu P50? Ça veut dire quoi P50? Hein? C'est la pression artérielle en oxygène qui permet une saturation de l'hémoglobine à 50%. Alors, ce 28 de pression artérielle, où est-ce qu'on le trouve? Quelle est la pression artérielle en oxygène normal? La pression artérielle en oxygène normal, la PaO2 normale. 100 mm de mercure. Mais 100 mm de mercure où? Au niveau d'une artère, au niveau de sang artériel prélevé ici. Quand on fait une gazométrie artérielle, où est-ce qu'on prélève le sang? On le prélève sur l'artère radiale. Là, on le prélève sur l'artère fémorale, le plus souvent sur l'artère radiale. Et à ce moment-là, on trouve une PaO2 à 100. Mais imaginez que vous soyez au niveau capillaire, là où les échanges se font, c'est-à-dire tout à fait en périphérie. Ben, vous n'avez pas 100 mm de mercure. Vous êtes à 28 mm de mercure. Le 28 mm de mercure, c'est la pression de l'oxygène au niveau du sang capillaire. Ben, au niveau du sang capillaire, où la pression en oxygène est de 28, la SaO2 est à 50%. Ça veut dire que 50% de l'hémoglobine est saturée en oxygène et les 50% non. C'est pour cela qu'on parle de P50. Et c'est pour cela que cette P50 est assimilée à l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. N'est-ce pas? Ben, si vous êtes au niveau périphérique à 50% d'hémoglobine saturée, ça veut dire que 50%, les autres 50% sont disponibles pour les cellules. Donc en réalité, en physiologie, en périphérie, il n'y a que 50% de l'oxygène transporté qui est réellement disponible pour les tissus. Parce que les autres 50% sont encore collés à l'hémoglobine, ne se sont pas défaits de l'hémoglobine. Eh bien, si le contenu artériel est de 20 et qu'il n'y a que 50% de disponible, ça veut dire que c'est 10 de disponible. Eh bien, ça suffit pour que les cellules extraient ce dont elles ont besoin, c'est-à-dire les 5, qui est la différence artério-veineuse. Donc jusque-là, ça va. Que l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène augmente. Alors, augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où vous ne devez avoir que 50%, vous aurez 80%. On peut imaginer que en périphérie, 80% de l'hémoglobine est encore collée. 80% de l'oxygène est collé à l'hémoglobine. Parce que l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène est élevée. Eh bien, vous aurez très peu d'oxygène disponible. Donc, si la courbe de Barcroft est déviée à gauche, eh bien, à 28 mm de mercure, vous aurez une SaO2 à 70. Autrement dit, il n'y a à ce moment-là que 30% d'oxygène qui soit disponible. Ben, il y a forcément hypoxie. D'accord? Donc tout ce qui va dévier la courbe de Barcroft à gauche va être source d'hypoxie. Et tout ce qui dévie la courbe de Barcroft à gauche, on dira que ça augmente l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène. Tout ce qui va dévier la courbe à droite, eh ben, va diminuer l'affinité de l'hémoglobine par l'oxygène, et c'est bon pour la disponibilité de l'oxygène au niveau périphérique. Alors, qu'est-ce qui, à votre avis, dévie la courbe de Barcroft à gauche?
que vous connaissez les paramètres ou les facteurs de déviation de la courbe de Barcroft à gauche. La température quand elle baisse ou quand elle monte? Là, je parle de la déviation à gauche. Quand elle baisse, donc l'hypothermie, c'est elle qui dévie la courbe à gauche. Hein? La température? Oui. Alors, dans quel sens le pH va dévier? Qu'est-ce qui dévie à gauche? Moi, l'augmentation du pH ou la diminution du pH? Hein? Et donc l'alcalose. L'augmentation du pH. C'est l'alcalose. L'acidose, elle dévie à droite. Hein? L'autre paramètre? Non, l'intoxication CO, ça n'a rien à voir avec la courbe de Barcroft. C'est la diminution de la PaCO2, qu'on appelle hypocapnie. La PaCO2 normale est de combien? Elle est de 40 mm de mercure. Ben, quand elle baisse à 25 à 20, eh ben, ça dévie la courbe de Barcroft à gauche. Donc voici les trois principaux facteurs qui dévient la courbe de Barcroft à gauche. Il y a un troisième qui est la diminution du 2,3-diphosphoglycérate. Celui-là, vous pouvez l'oublier. C'est pas grave. Donc tout ce qui dévie cette courbe à gauche est une source d'hypoxie. Et donc quand on est en hypothermie, ben, on souffre de beaucoup de choses, mais on peut souffrir aussi de ça. Tout ce qui dévie la courbe à droite va diminuer l'affinité de l'hémoglobine pour l'oxygène, et c'est une très bonne chose. C'est l'un des mécanismes d'adaptation à l'acidose, par exemple. Quand quelqu'un est en acidose, eh ben, même s'il est hypoxémique, il ne le ressent pas beaucoup. Parce que la courbe de déviation la courbe de dissociation est déviée à droite, et donc forcément que les cellules en profitent parce qu'elles auront à leur disposition plus d'oxygène.